Je rentre à la maison et je découvre que le petit ami de ma mère a emménagé avec son fils, et puis il a frappé dans le mur pour me menacer. Et ma mère a pris son parti, alors je suis allé vivre chez mon père. Mais plus tard, ils ont besoin de mon aide, et ils sont désespérés. Donc moi, 22 ans, homme, j'ai grandi plutôt normalement, je crois. J'ai joué au foot américain au collège, je n'étais pas exceptionnel, mais je me débrouillais. J'étais plutôt un joueur défensif, pas le plus rapide sur le terrain, mais je savais plaquer sacrément fort. L'entraîneur disait que j'avais de bons instincts. Mon père, 46 ans, m'a appris à pêcher quand j'avais 9 ans environ, et on allait camper presque tous les étés avant le divorce. Ces voyages étaient les meilleurs. On chargeait le vieux chez Vitao avec beaucoup trop de matériel, on roulait jusqu'au lac Meredith, et on passait 3 ou 4 jours à vivre de la nature. Enfin, vivre de la nature si on compte le fait d'amener une glacière pleine de hot-dogs et de bière, avec du soda pour nous, les gosses. Mais papa m'a appris à attraper des poissons-chats, à les nettoyer et à les cuire sur un feu. C'est encore aujourd'hui une des compétences les plus utiles que j'ai. Je suis l'aîné, avec une sœur de 17 ans et un frère de 15 ans. Ma sœur, Emma, est incroyablement intelligente, du genre à sauter une classe et quand même avoir des appartous. Mon frère, Liam, est l'artiste de la famille, toujours en train de dessiner ou de faire de petites sculptures avec tout ce qu'il trouve. On était juste une famille banlieusarde ordinaire. Une maison à 2 étages dans un quartier correct. Pas riche, mais à l'aise. Papa travaillait comme directeur commercial dans une entreprise de matériel médical. Maman était hygiéniste dentaire à temps partiel. On avait une Nintendo Switch pour laquelle on se disputait, et un trampoline dans le jardin que tous les enfants du quartier venaient utiliser. Tout a changé quand mes parents se sont séparés, j'avais 13 ans. Je me souviens encore du soir où ils nous ont fait asseoir dans le salon. Papa avait les larmes aux yeux, ce qui m'a choqué car je ne l'avais littéralement jamais vu pleurer avant. Maman avait juste l'air vide. Ils nous ont sorti un discours sur le fait qu'ils nous aimaient toujours mais ne pouvaient plus vivre ensemble. Le classique baratin du divorce, censé rassurer les enfants, mais qui ne fait qu'ajouter à la confusion. Au début, le divorce n'était même pas si terrible. Garde partagée classique à 50-50e, changement de maison chaque semaine. Maman a déménagé dans un appartement de 3 chambres à 20 minutes de notre maison, que papa a gardé. C'était une adaptation, mais on s'en sortait. Le pire, c'était sans doute de faire son sac chaque dimanche soir pour changer de maison. J'avais toujours l'impression d'oublier quelque chose d'important. Maman semblait aller bien pendant un moment. Elle nous emmenait au cinéma, essayait de rendre l'appartement chaleureux avec des petits coussins décoratifs et tout ça. Elle avait même commencé des cours dans un collège communautaire, disant qu'elle voulait devenir assistante dentaire au lieu de simple hygiéniste. Puis elle a rencontré Rick, 47 ans. Je n'oublierai jamais ce jour. On est arrivé pour notre week-end habituel chez maman, et là, il y avait ce type et sa fille Megan, 20 ans aujourd'hui, qui vivaient déjà là. Sans prévenir. Pas de « les enfants, je fréquente quelqu'un ». Juste bam, nouvelle famille instantanée. Rick était un grand gaillard, probablement un M88, avec une barbe poivre et sel épaisse et des avant-bras couverts de tatouages bleus délavés. Il travaillait comme contremaître dans une usine. Il avait cette manière de parler très fort, comme s'il devait toujours couvrir le bruit des machines, même assis à table. Sa fille, Megan, était discrète, gardait ses distances. Elle avait cette manie nerveuse d'enrouler ses cheveux autour de son doigt quand on lui parlait directement. Rick jouait les gentils au début. La phase, lune de miel, classique. Il ramenait des glaces pour tout le monde ou proposait de m'aider en maths, ce qui était une blague car le type ne savait même pas calculer un pourcentage. Mais il n'a fallu que 3 semaines pour voir sa vraie personnalité. Ce gars avait la mèche la plus courte que j'ai jamais vue. Je me souviens être rentré chez papa après ce premier week-end et qu'il m'a demandé comment ça s'était passé. J'ai juste haussé les épaules en disant « Maman a un petit ami maintenant et sa fille ». Papa a juste hoché la tête et m'a demandé si je voulais en parler. Non. J'aurais dû comprendre qu'il y avait un problème rien qu'à la vitesse à laquelle ils avaient emménagé ensemble. Ville des drapeaux rouges. La première fois que j'ai vu Rick péter un plomb, c'était pour quelque chose de totalement idiot. Mon frère avait laissé un verre sur la table basse sans dessous de verre. Rick est entré, l'a vu, et a explosé. C'est qui a laissé ça ici? Il a hurlé, les veines sortant de son cou comme sur les modèles d'anatomie en 3D qu'on voit en cours de sciences. Quand mon frère a admis que c'était lui, Rick a frappé dans le mur si fort qu'il a laissé un trou dans le placo. Mon frère tremblait. Il n'avait que 10 ans à l'époque. Maman a accouru depuis la cuisine, a vu le trou, et a immédiatement essayé de calmer Rick. Ce n'est pas grave, chérie. Ce n'est qu'une petite tache d'eau. On peut poncer ça. Elle n'a même pas vérifié si mon frère allait bien, alors qu'il était littéralement recroquevillé dans un coin du canapé. Je me souviens avoir passé mon bras autour de lui en fusillant Rick du regard, pendant que lui partait en bougonnant à propos du respect des biens des autres. Ce n'était que le début. Les « grands classiques » de Rick inclus, passer son poing à travers une porte creuse parce que le dîner n'était pas prêt, jeter son téléphone à travers la pièce parce que son patron l'avait appelé un samedi, casser le carrelage de la salle de bain à coups de poing parce que quelqu'un avait utilisé sa serviette, envoyer valser la gamelle du chien à travers la cuisine parce qu'elle était sur son passage,
lancer une manette de PlayStation dans l'écran de télévision quand son équipe perdait, casser un manche à balai sur son genou parce qu'il n'arrivait pas à utiliser la pelle à poussière, écraser une canette de bière vide tellement fort qu'il s'est coupé la main, puis frapper le frigo parce qu'il saignait. À chaque fois, c'était comme voir une bombe exploser. Son visage devenait rouge, en partant du coup pour remonter. Ses yeux s'écarquillaient, et il y avait toujours ce moment de calme étrange juste avant qu'il ne parte en vrille. On a appris à repérer les signes et à disparaître. Le pire, c'était que ma mère nettoyait toujours derrière lui, réparait les murs, remplaçait les portes, trouvait des excuses. Rick est juste passionné, disait-elle. Il a eu une enfance difficile. Ou ma préférée, il est sous beaucoup de pression au travail. Comme si ça justifiait de terroriser 3 gosses déjà secoués par le divorce de leurs parents. Mais le vrai foutage de gueule, c'était qu'il s'attendait à ce qu'on l'appelle « papa » et qu'on le respecte. Une fois, j'ai parlé de mon vrai père en disant « papa » devant lui, et Rick m'a collé son visage dans le mien en disant « c'est moi qui mets de la nourriture sur ta table et un toit au-dessus de ta tête. Je suis l'homme de cette maison maintenant. » J'ai eu envie de lui rappeler que c'était techniquement l'appartement de maman, et que papa payait une pension alimentaire qui couvrait sûrement la plupart de notre nourriture, mais je savais qu'il ne fallait pas discuter. C'est une leçon qu'on a apprise très vite, ne pas contredire Rick, à moins de vouloir voir quelque chose se casser. On avait mis en place un langage silencieux entre nous, les enfants. Un certain regard voulait dire « Rick va exploser, file dans ta chambre ». Un autre signifiait « distrais-le pendant que j'aide Emma à partir ». On formait une vraie équipe, veillant les uns sur les autres, parce qu'on avait l'impression que maman n'était plus là. Pendant ces années, je me suis mis à fond à la musculation. Je m'entraînais tous les jours, en partie pour rester hors de la maison, en partie parce que je voulais être capable de me défendre, moi et mes frères et sœurs, si ça dégénérait. Rick était plus grand que moi, mais je devenais plus fort chaque mois. Le 1K local est devenu mon sanctuaire. J'y faisais parfois entrer Emma et Liam en douce, juste pour leur offrir un répit face à la tension à la maison. Il y avait un entraîneur là-bas, Miguel, qui avait remarqué que j'étais toujours présent. Il a commencé à me donner des conseils, m'a montré la bonne technique, et a fini par m'offrir de m'entraîner gratuitement tant que je l'aidais à nettoyer la salle après la fermeture. Miguel est devenu un peu comme un mentor pour moi pendant ces années sombres. Il avait lui-même traversé pas mal de galères dans son enfance et semblait comprendre ce que je vivais sans que j'aie besoin d'expliquer grand-chose. En 2e année de lycée, je faisais déjà du développé couché à 102 kg, du squat à 143 kg, et j'avais commencé à apprendre les bases de la boxe avec Miguel. Je ne cherchais pas à devenir le prochain champion de l'UFC ou quoi que ce soit. Je voulais juste être assez fort pour que Rick y réfléchisse à 2 fois avant de tenter quoi que ce soit de physique avec nous. Rick a remarqué les changements dans mon physique et s'est mis à faire des remarques du genre « tu deviens costaud, hein, dur à cuire » ou « qu'est-ce que tu essaies de prouver avec tous ces muscles ?» Je ne répondais jamais. Je le fixais simplement jusqu'à ce qu'il détourne le regard. Pendant ce temps, ma mère devenait de plus en plus distante. C'était comme si elle s'effaçait, devenant une coquille vide qui gravitait uniquement autour de Rick, anticipant ses besoins et ses humeurs. Elle a arrêté ses cours au collège communautaire, a cessé de sortir avec ses amis, et ne nous posait plus de questions sur l'école ou nos vies. Tout tournait autour de garder Rick heureux et maintenir la paix. Les choses se sont vraiment aggravées vers mes 17 ans. Rick a commencé à menacer mon vrai père chaque fois qu'il devait interagir à des événements scolaires ou pour les récupérations. J'ai compté au moins 5 fois où il a dit des trucs du genre « je vais te défoncer si jamais ». À mon père. La première fois, c'était au concert de fanfare de ma sœur. Papa était venu s'asseoir avec nous, comme d'habitude. Lui et maman parvenaient en général à rester civils pour les événements scolaires. Mais Rick a tout de suite commencé à souffler comme un taureau, disant à papa qu'il était assis à sa place. Il n'y avait pas de place attribuée. Quand papa a calmement répondu qu'il y avait plein d'autres sièges libres, Rick s'est penché et lui a chuchoté quelque chose que je n'ai pas entendu. Le visage de papa est devenu livide, et il est allé s'asseoir plusieurs rangs plus loin. Plus tard, papa ne m'a jamais dit exactement ce que Rick avait dit, mais je l'ai entendu au téléphone avec son frère dire que Rick avait menacé de l'attendre sur le parking pour lui montrer ce qui arrive quand on ne respecte pas la famille d'un homme. Mon père n'est jamais tombé dans le piège. Il se contentait de dire « ce n'est ni le moment ni l'endroit, Rick » et s'éloignait. Ça énervait Rick encore plus, car il n'obtenait pas la réaction qu'il voulait. J'ai appris des années plus tard que papa documentait chaque menace, chaque incident, pour se constituer un dossier en vue d'obtenir la garde. Les menaces ont empiré. Lors d'une réunion parents-prof, Rick a, accidentellement, bousculé papa assez fort pour lui renverser du café sur la chemise. À un match de foot, Rick a bruyamment dit à d'autres parents que mon père était un père indigne qui ne payait pas assez de pension alimentaire, un mensonge total. Une fois, il a même suivi papa jusqu'à sa voiture et lui a dit qu'il savait où il vivait et à quelle heure il partait travailler le matin. Pendant tout ce temps, papa gardait son calme. Il ne répliquait jamais, ne donnait jamais à Rick la satisfaction de le voir perdre le contrôle. À l'époque, je ne comprenais pas. Je pensais que papa avait peut-être peur de Rick. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé qu'il jouait sur le long terme, laissant Rick creuser sa propre tombe. Pendant que tout ça se passait, la situation chez maman empirait.
Rick se mettait à boire plus lourdement, pas seulement des bières après le travail, mais aussi des alcools forts au dîner. Il pouvait descendre la moitié d'une bouteille de Jack Daniels un soir de semaine, puis chercher des prétextes pour se mettre en colère. Un week-end, Rick s'est énervé parce que ma sœur envoyait des textos pendant le repas. Il a attrapé son téléphone et l'a jeté contre le mur, le brisant en morceaux. Quand je me suis levé pour lui dire de se calmer, il est venu se coller à moi, me bousculant avec sa poitrine et me demandant si je voulais régler ça. Je me souviens de son souffle chaud sur mon visage, de l'odeur de bière, et du regard terrifié de ma mère derrière lui. Je mesurais alors un M80 pour 82 kg grâce à tous mes entraînements, et, pendant un instant, j'ai failli lui coller mon poing en pleine figure. Chaque fibre de mon corps en avait envie, mais je savais que si je le faisais, j'aurais des ennuis. Rick appellerait la police, dirait que je l'avais attaqué, et on serait encore plus coincé dans ce cauchemar. Alors j'ai fait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je me suis maîtrisé. À la place, j'ai dit, touche encore à ma sœur et tu verras. Puis j'ai pris mes frères et sœurs, et on est parti. On a appelé notre père, qui est arrivé immédiatement pour nous emmener chez lui. En l'attendant, on s'est assis sur le trottoir devant l'immeuble de maman. Emma pleurait à cause de son téléphone, mais je voyais bien que ce n'était pas vraiment pour ça. Liam essayait de jouer les durs, mais regardait sans cesse vers la porte, comme s'il s'attendait à voir Rick débarquer. J'ai passé mes bras autour d'eux et promis que ce ne serait pas pour toujours. D'une façon ou d'une autre, on trouverait une issue. Ce fut la dernière fois que nous avons dormi chez maman. Papa a saisi le tribunal pour obtenir la garde exclusive et il a gagné, car ma sœur et moi avons témoigné du comportement de Rick. Je n'oublierai jamais ce moment, assis dans le box des témoins, fixant ma mère pendant que je racontais au juge qu'on vivait dans la peur constante des explosions de Rick. Maman ne m'a même pas regardé, gardant les yeux rivés sur ses mains. Le juge a même suggéré une thérapie de gestion de la colère pour Rick, ce qu'il a, bien sûr, refusé. Je n'ai pas de problème de colère, a-t-il dit au tribunal. J'ai un problème avec les enfants irrespectueux qui n'apprécient pas ce que je fais pour eux. La tête du juge à ce moment-là, inoubliable. C'était comme voir quelqu'un remettre l'arme fumante lors de son propre procès pour meurtre. Le tribunal a décidé que mon père aurait la garde exclusive. Ma mère pouvait voir mes frères et sœurs une fois par semaine, mais uniquement dans des lieux publics comme des restaurants ou des parcs, jamais chez elle où Rick pouvait être présent. Le juge a été très clair. Rick ne devait pas assister aux visites. J'étais censé être inclus dans ces visites aussi, mais ma thérapeute, oui, j'en avais besoin après tout ça, a convaincu le tribunal que m'y forcer serait nocif. À la place, j'ai été obligé à des appels téléphoniques hebdomadaires avec maman jusqu'à mes 18 ans. Une formalité légale, parce que les tribunaux n'aiment pas rompre totalement les liens parents-enfants avant la majorité. Ma thérapeute, Dr Mélanie, était plutôt sympa. Papa l'avait trouvée grâce au programme d'aide de son entreprise. Elle était spécialisée dans les ados confrontés à des traumatismes et des conflits familiaux. Les 2 premières séances, je ne disais pas grand-chose. À la 3e, je n'arrêtais plus de parler. C'était comme déboucher une bouteille secouée pendant des années. La docteure Mélanie m'a aidé à comprendre que le comportement de Rick n'était ni normal ni acceptable, et que rien n'était de notre faute. Elle m'a aussi aidé à gérer mes sentiments compliqués envers ma mère, la colère, la trahison, mais aussi cette étrange culpabilité et cette part de moi qui la regrettait encore. Pendant ce temps, ces appels hebdomadaires avec maman étaient une blague. Ça donnait généralement « Comment tu vas, mon chéri, bien, et ton travail, bien, tu manges assez, oui. Faut que j'y aille, je retrouve des potes pour insérer excuses. » Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'elle avait le choix. Je l'ai confrontée un jour en lui disant qu'elle avait perdu ses 3 enfants à cause de Rick. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Que Megan avait besoin d'elle parce qu'elle n'avait personne d'autre. Comme si nous, on n'avait pas besoin de notre mère. Comme si sa belle-fille comptait plus que ses propres enfants. Et oui, je sais que Megan n'a pas eu la vie facile. Sa mère est morte d'un cancer quand elle était jeune, et elle a grandi avec le tempérament de Rick. Mais ce n'était pas à nous de résoudre ce problème. Maman a choisi d'être belle-mère pour Megan plutôt que mère pour nous. J'ai complètement coupé les ponts avec Megan. Ce n'est pas sa faute si son père est un connard, mais on n'est pas une famille. Je ne vais pas jouer au grand frère de pacotille juste parce que nos parents ont fait de mauvais choix. S'habituer à vivre à plein temps avec papa a été bizarre au début. Il a dû apprendre à faire tout ce que maman gérait avant. La lessive, cuisiner pour 3 enfants, aider Emma avec ses histoires de règles, gênant, mais il a essayé. S'assurer qu'on allait aux rendez-vous médicaux. Mais il a vraiment assuré. Il a même accepté une rétrogradation au travail pour pouvoir être plus souvent à la maison avec nous. Sa maison est vite devenue, chez nous. On avait chacun notre espace. Je partageais une chambre avec Liam, mais papa a transformé une partie du garage en cave d'ado où on pouvait traîner avec nos amis ou juste s'éloigner l'un de l'autre quand c'était nécessaire. Emma avait sa propre chambre, puisqu'elle était la seule fille. Les premiers mois, on faisait tous des cauchemars à propos de Rick. Liam se réveillait parfois en hurlant. Papa venait s'asseoir au bord du lit et restait là jusqu'à ce qu'on se rendorme. Il ne nous poussait jamais à en parler si on ne voulait pas, mais il nous montrait toujours qu'il était prêt à écouter si on le souhaitait. Noël, cette première année, a été dure.
Maman envoyait plein de textos pour dire qu'elle voulait nous voir, nous inviter à dîner, échanger des cadeaux. Papa nous a laissé décider, et on a tous choisi de rester à la maison. On lui a envoyé ses cadeaux par la poste. Rien pour Rick, évidemment, et elle a fait pareil. C'était étrange d'ouvrir des cadeaux venant de quelqu'un qui ressemblait de plus en plus à une étrangère. Papa a recommencé à sortir avec des femmes environ 1 an après avoir obtenu la garde. Il a été très prudent. Il n'amenait personne à la maison avant de les fréquenter depuis au moins 1 mois. Il les présentait toujours comme « mon ami » plutôt que « ma copine ». Il nous a bien fait comprendre que nous étions sa priorité. Et si quelqu'un ne respectait pas ça, il ou elle dégaguait. Claire est arrivée dans le tableau quand j'avais 19 ans. Elle est infirmière praticienne, divorcée, sans enfant. La première fois que papa l'a amenée dîner, elle a apporté des cookies maison et un jeu de société. Elle n'a pas cherché à en faire trop, n'a pas feint un intérêt pour nos vies, elle semblait juste sincèrement cool. Quand Liam a dit qu'il galérait sur un projet de science, elle a donné quelques idées sans prendre le contrôle. Elle et Emma ont accroché grâce à une série Netflix qu'elles regardaient toutes les deux. Ils se sont mariés l'année dernière lors d'une petite cérémonie dans le jardin. Claire a emménagé avec son chat Jasper, qui s'entend étonnamment bien avec Max, le golden retriever de papa. Elle n'a jamais essayé de remplacer maman, juste de devenir un autre adulte bienveillant dans nos vies. La différence entre elle et Rick ne pourrait pas être plus frappante. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Je bosse comme coach sportif dans une salle locale, je ne roule pas sur l'or, mais je m'en sors. Miguel m'a trouvé ce boulot après mon diplôme. Je ne voulais pas aller à la fac tout de suite. J'avais besoin de temps pour savoir ce que je voulais vraiment, pas juste ce que je pensais devoir faire. Je prends quelques cours de commerce le soir à la fac communautaire, en me disant que j'ouvrirai peut-être ma propre salle un jour. J'ai mon propre appart maintenant, rien de luxueux, mais c'est à moi. Un T2 dans un quartier correct, assez proche de la salle pour que je puisse y courir le matin. J'ai un berger allemand de 34 kg nommé Diesel, super protecteur mais doux avec les enfants. Je l'ai trouvé lors d'un événement d'adoption il y a 2 ans. Quelqu'un l'avait abandonné parce qu'il était devenu trop gros. Tant pis pour eux. C'est le meilleur coloc possible, même s'il prend toute la place dans le lit. L'appart n'a rien de fou, des meubles basiques, pour la plupart d'occasions sauf le lit, j'ai investi dans un bon matelas parce que mon dos morfle avec l'entraînement, une bonne télé pour regarder les combats, un petit patio pour faire des grillades quand il fait beau, et une barre de traction à chaque porte. Ce n'est pas luxueux, mais c'est sans drama, et c'est tout ce qui compte. Côté sentimental, c'est en dents de scie. J'ai eu une relation sérieuse pendant environ 1 an après le lycée, mais elle en a eu marre de rivaliser avec mon emploi du temps et mes entraînements. Quelques histoires sans lendemain depuis. Rien de sérieux. Je sors en ce moment avec une infirmière nommée Amber qui a l'air plutôt cool. On s'est rencontrés à la salle. Elle était venue pour une séance d'essai, et le courant est bien passé. On sort ensemble depuis environ 3 mois. Elle comprend les horaires de dingue parce que les siens sont pareils avec l'hôpital. En plus, elle trouve le côté combat sexy, donc c'est un bonus. Mon frère suit mes traces côté muscu. Il est déjà bien bâti pour son âge. Moins attiré par le combat, mais il s'éclate en force athlétique. Il soulève déjà plus que des mecs 2 fois plus vieux. Ma sœur, elle, est plus dans les études, mais je lui ai appris quelques techniques d'autodéfense. Personne ne pourra plus jamais l'intimider comme Rick l'a fait. Elle parle de faire médecine à la fac, et elle a les notes pour décrocher une bourse. Papa va bien. Il est marié à Claire qui nous respecte vraiment. Elle ne cherche pas à être notre mère. Juste une adulte cool qui se soucie sincèrement de nous. Ils envisagent même de devenir famille d'accueil, ce qui, je pense, leur irait bien. Maman et Rick? Toujours ensemble, allez savoir comment. Toujours toxiques, d'après ce que mes frères et sœurs racontent. Toujours à se mettre tout le monde à dos. Les visites de maman ont encore été réduites parce qu'elle essayait de faire venir Rick en douce. Emma m'a dit qu'une fois, maman avait donné rendez-vous dans un resto, et, par coïncidence, Rick mangeait au même endroit. Le juge n'a pas trop aimé la blague. Le plus étrange, c'est que je ne déteste même plus maman. Je ne ressens juste rien pour elle. C'est comme quelqu'un que j'ai connu, un ancien prof d'école primaire dont on se souvient à peine. Les appels hebdomadaires sont une corvée, comme sortir les poubelles ou faire sa déclaration d'impôt. Rick, par contre, je le hais encore de toutes mes fibres. Pas une haine brûlante et active, plutôt une certitude tranquille que le monde se porterait mieux sans des types comme lui. Vendredi dernier, j'étais avec des potes à regarder le match quand mon téléphone sonne. C'est maman, bizarre, parce que notre appel prévu est le dimanche. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai eu un pressentiment. Jason s'est effondré, dit-elle, paniquée. Il m'a fallu une seconde pour comprendre qu'elle parlait de Rick. Elle utilise toujours son prénom comme si je devais deviner de qui il s'agit. Comme si on était une grande famille heureuse où tout le monde est copain. Qui? Oh, Rick. Qu'est-ce qui s'est passé? Je demande, en mettant la télé en sourdine et en sortant sur le balcon. Elle pleurait, la voix tremblante. Il regardait juste la télé, puis il s'est tenu la poitrine et il est tombé. L'ambulance est venue et l'a emmené à Mémorial. Il pense que c'est peut-être le cœur. Je suis à l'hôpital et je suis tellement inquiète. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque eu un peu de peine pour elle.
Pas pour lui. Je me fiche totalement qu'il vive ou qu'il meure. Mais maman semblait vraiment terrifiée. Ce sentiment s'est évaporé instantanément avec sa phrase suivante. J'ai besoin que tu viennes rester avec Megan à la maison. Je ne peux pas la laisser seule, et j'ai besoin d'être à l'hôpital. J'ai ri. Vraiment ri. Tu veux que je garde la fille que tu as choisie à ma place? Va te faire voir, maman. Et j'ai raccroché. Mes potes m'ont demandé ce qu'il se passait en revenant dans le salon. Je leur ai raconté, et ils étaient tous d'accord, j'avais pris la bonne décision. On est retourné regarder le match, mais j'avais du mal à me concentrer. Pas parce que je culpabilisais, mais parce que j'étais furieux qu'elle ait eu le culot de me demander une faveur pareille. Elle a rappelé 1 heure plus tard avec un plan B. Cette fois, elle voulait déposer Megan chez nous. Tu te fous de moi, ai-je dit. Megan a quoi, 20 ans maintenant? C'est une adulte qui peut rester seule. Et même si ce n'était pas le cas, ce n'est pas mon problème. Elle est très bouleversée, appelée des mamans. Elle ne devrait pas être seule en ce moment. Et c'est mon problème parce qu'on est une famille, a-t-elle dit, comme si ça voulait dire quelque chose. Non, maman. On n'est pas une famille. On est légalement obligé de se parler 1 fois par semaine, c'est tout. C'est tout ce qu'on est. Comment peux-tu être aussi froid? Après tout, je l'ai coupé. Après tout ce que toi tu nous as fait subir, tu es sérieuse. Ne me rappelle plus ce soir. J'ai raccroché et bloqué son numéro pour le reste de la soirée. Ensuite, elle a commencé à harceler mon père avec des appels jusqu'à ce qu'il finisse par lui dire d'aller se faire voir, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a réessayé samedi, dimanche, et même en venant devant mon appartement dimanche soir, ce qui était encore plus flippant parce qu'elle n'y avait jamais mis les pieds. J'ai entendu frapper vers 21 h, j'ai regardé par le Judas, et c'était elle, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré, serrant son sac à main comme si c'était la dernière parcelle de dignité qui lui restait. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai juste dit à travers, tu dois partir. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Juste 5 minutes. Non. Par où j'appelle la police pour intrusion. Et je le pensais vraiment. Elle est restée encore 1 minute, puis a finalement abandonné et est partie. Diesel a grogné tout le long, sentant ma tension. Je lui ai donné une friandise supplémentaire pour être un bon juge de caractère. J'ai appelé papa pour le prévenir qu'elle pourrait débarquer chez lui ensuite. Il m'a dit qu'il gérerait si ça arrivait. Il m'a aussi dit que je faisais bien de maintenir mes limites. Emma m'a envoyé un message pour dire que maman bombardait aussi son téléphone d'appel. Je lui ai dit de bloquer le numéro quelques jours, au moins jusqu'à ce que l'urgence passe. Lundi, maman était carrément désespérée. Elle a appelé pour essayer de me faire la leçon, mais j'ai vite mis fin à la conversation. Puis les textos ont commencé, tu fais payer à Megan ton ressentiment contre moi et Jason. Comment oses-tu te croire meilleur que Jason? Un vrai homme assumerait dans une urgence familiale. Je t'ai élevé mieux que ça. La dernière m'a vraiment piqué. J'ai répondu, tu ne m'as pas élevé du tout ces 5 dernières années. Un juge a littéralement décidé que tu étais inapte à le faire. Elle n'a pas répondu. Probablement que ça touchait trop juste. Mardi, elle est venue à ma salle de sport alors que j'entraînais un client, un monsieur nommé Bill qui essaie de retrouver la forme après un diagnostic de diabète. On était en plein milieu d'une série de tirages assis quand maman a fait irruption, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Les cheveux en bataille, portant les mêmes vêtements que dimanche soir. J'ai besoin de te parler, a-t-elle annoncé, juste devant mon client. Je travaille, ai-je dit sèchement. Tu dois partir. C'est une urgence, a-t-elle insisté. Bill, qui est le gars le plus gentil du monde, a proposé de faire une pause. Je me suis excusé et lui ai dit que je lui offrirais sa prochaine séance pour compenser l'interruption. Il a hoché la tête et est allé vers la fontaine à eau pour nous laisser un peu d'espace. Maman s'est lancée dans un discours en pleurs sur l'état grave de Rick, les blocages dans 3 artères, la nécessité d'un pontage, les complications avec l'assurance, le fait qu'elle devait être à l'hôpital, que Megan s'effondrait complètement, et qu'elle n'avait littéralement personne d'autre vers qui se tourner. Et la famille de Rick, ai-je demandé. Il ne nous parle plus, a-t-elle admis. Pourquoi? Elle a baissé les yeux. Jason s'est brouillé avec son frère il y a quelques années, et ses parents n'ont jamais approuvé qu'on se mette ensemble si vite après mon divorce d'avec ton père. Et tes sœurs? Tes amis du travail? Personne ne veut nous aider. Peut-être qu'il y a une raison, maman. Peut-être que c'est parce que Rick est un connard violent qui a éloigné tout le monde de lui, et que toi, tu l'as couvert à chaque étape. Elle a eu un sursaut comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste. Pas juste? Tu sais ce qui n'est pas juste? Vivre dans la peur chez soi parce qu'un rageux pourrait défoncer un mur si tu respires de travers. Ce qui n'est pas juste, c'est de voir ta mère choisir un homme qui terrorise ses enfants. Ce qui n'est pas juste, c'est de voir aller en thérapie à 16 ans parce que ta vie à la maison était un cauchemar. Et là, ça m'a frappé, ils avaient brûlé tout leur pont, détruit toutes leurs relations. Ils avaient créé cette petite bulle toxique où ils étaient, eux contre le monde, et maintenant la bulle avait éclaté. J'ai vraiment regardé ma mère. Elle paraissait tellement plus vieille, usée par des années à ramasser les morceaux laissés par Rick. La femme qui chantait en faisant des pancakes le samedi matin, qui savait tresser les cheveux d'Emma à la perfection, qui m'avait appris à faire du vélo. Elle avait disparu. À sa place,
Une étrangère au regard vide qui avait tout sacrifié pour un homme qui frappait les murs. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié. Maman, ai-je dit calmement, je ne suis pas la solution à tes problèmes. Je suis la conséquence de tes choix. Elle a complètement fondu en larmes, s'excusant, disant qu'elle aurait dû nous choisir, qu'elle avait fait une terrible erreur de rester avec Rick, tout ce que j'avais rêvé d'entendre pendant des années. Je sais que j'ai merdé, a-t-elle pleuré. Je sais que je ne peux pas réparer, mais s'il te plaît, aide-moi juste cette fois. Je ne te demanderai plus jamais rien. Quelques collègues me regardaient. Miguel, de l'autre côté de la salle, m'a lancé un regard pour me demander silencieusement si j'avais besoin qu'il intervienne. J'ai secoué la tête. Où est Megan maintenant? À la maison. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Elle ne répond pas au téléphone. Putain. Donc tu as laissé une jeune femme potentiellement suicidaire seule pour venir me harceler au travail? Mère de l'année. Voilà ce que je vais faire, je vais t'aider à trouver un aide-soignant professionnel pour Megan. Je paierai même quelques jours. Mais je ne jouerai plus à la famille avec toi. Tu as fait ton choix il y a des années. Elle avait envie de discuter, mais elle savait qu'elle n'avait aucun levier. Finalement, elle a hoché la tête. En la raccompagnant dehors, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle allait se rattraper, que tout allait changer. De la négociation classique de quelqu'un qui ne tend la main que quand il a besoin de quelque chose. Je me suis contenté de dire « Envoie-moi les infos de Megan et je m'occupe de trouver quelqu'un. C'est tout ce que tu auras de moi. » Le soir, j'ai trouvé un service d'aide à domicile spécialisé en crise psychiatrique et j'ai organisé la venue d'un intervenant pour 3 jours. Ça m'a coûté $600 que je n'avais pas vraiment, mais c'était le prix de clore ce chapitre à mes conditions. Il s'assurait que Megan mange, prenne ses médicaments et ne se fasse pas de mal. C'était largement suffisant. Je ne l'ai pas fait pour maman. Je l'ai fait parce que, peu importe ce que je ressens pour Rick ou elle, Megan n'est qu'un dommage collatéral, comme nous l'avions été, mes frères et sœurs et moi. La différence, c'est qu'elle n'avait pas un père pour la sauver. Le lendemain, maman a envoyé « La dame que tu as envoyée est très gentille. Merci. » Je n'ai pas répondu. Plus rien à dire. Parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas de se venger, c'est d'avancer, de bien vivre, et parfois, c'est de voir quelqu'un réaliser exactement ce qu'il a perdu au moment où il en a besoin. Suis-je le connard de ne pas en avoir fait plus? Peut-être pour certains. Mais ces gens-là n'ont pas vécu avec les poings de Rick dans les murs, ni vu leur mère choisir un homme violent plutôt que ses enfants. Ces gens-là n'ont pas passé leur adolescence à sursauter chaque fois qu'une porte claquait. Mon père dit qu'il est fier de la façon dont j'ai géré la situation. Et moi? Je suis juste content d'être l'homme que Rick n'a jamais été et ne pourra jamais être. On m'a demandé si j'irais à l'enterrement de Rick s'il n'en réchappe pas. La réponse est « absolument pas. Je ne danserai pas sur sa tombe, mais je ne ferai pas semblant de le pleurer non plus. » Certaines personnes laissent le monde meilleur qu'elles ne l'ont trouvé. D'autres empirent tout ce qu'elles touchent. Rick est clairement dans la deuxième catégorie. Mise à jour, Rick a survécu à l'opération. Maman m'a envoyé un message hier pour me le dire, comme si ça allait me soulager. Je n'ai pas répondu. Diesel et moi sommes allés courir longtemps à la place. On a profité du soleil, acheté des steaks sur le chemin du retour, et je les ai grillés sur mon petit balcon en écoutant un podcast sur la création d'entreprises. Le monde a continué de tourner, comme toujours. Dernière mise à jour, un pote m'a envoyé une capture Facebook montrant que maman avait posté un truc du style « Gloire à Dieu, il rentre à la maison » à propos de Rick quittant l'hôpital, avec un hashtag « La famille, c'est tout » qui m'a donné envie de vomir. Visiblement, certaines personnes ne changent jamais. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux, supprimé son numéro de mon téléphone, et décidé que les appels hebdomadaires deviendraient désormais des emails mensuels. Mon temps est trop précieux pour être gaspillé avec des gens qui ne le méritent pas.